Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Les questions de justice, de liberté et des droits de l'homme nous intéressent aujourd'hui. Les pays africains existent à peine quand les Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 à Paris, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était d'ailleurs la première fois qu'un document internationalement reconnu affirmait sans équivoque que tous les êtres humains étaient libres et égaux, quelle que soit leur couleur, leur croyance ou leur religion. Quel est aujourd'hui l'impact et la responsabilité des ONG dans la préservation des droits de l'homme en Afrique? On en parle dans cette émission avec notre invité Ziezako Franck Emmanuel. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes juriste, vous êtes engagé dans la formation en droits de l'homme et des règles de procédure devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et le Conseil national des droits de l'homme vous a décerné en décembre 2023 le prix national des droits de l'homme. C'est bien cela. C'est exact. Avec vous, nous allons essayer de comprendre un certain nombre de notions, mais déjà revenons sur le contexte de l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on l'a dit, en 1948 à Paris. Bien, merci pour cette première question. Déjà, avant de parler d'adoption donc de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut dire que la question de la naissance même des droits de l'homme remonte à très longtemps. Okay. Déjà, on a commencé par le cylindre de Cyrus, qui était une sorte de charte qui avait été rédigée par Cyrus le Grand lorsqu'il avait conquis l'un des empires pour lesquels il se battait. Et c'était donc un édit, une sorte d'instrument dans lequel il abolissait l'esclavage et il permettait aux personnes de revendiquer leurs droits. Mais plus tard, dans les années 325, l'empereur Constantin a émis l'édit de Milan, où il reconnaissait un certain nombre de droits justement aux entités religieuses. Et là, c'était aussi une forme de promotion des droits de l'homme qui venait de naître. Ici, en Afrique, justement, dans les années 1200, lorsque Souniata Keïta a conquis donc l'empire du Mali, après avoir renversé Soumanguru Kanté, il a émis une charte, la charte du Mandé, où on appelle encore la charte du Kouroukanfunga, où il émettait un certain nombre de principes qui visaient à faire la promotion de la dignité des personnes qui vivaient sur ce territoire-là. Et récemment, pour aboutir à la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a eu des événements qui se sont produits quelque part en URSS au temps de la révolution bolchevique, lorsque donc les bolcheviks, qui étaient une communauté de travailleurs, revendiquaient effectivement des droits, notamment le droit de travailler, des droits qu'on qualifie de droits économiques, sociaux et culturels. Mais avant cela, en France, il y a eu aussi la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui mettait en avant des droits civils et politiques, notamment des droits de vote, le droit à la liberté d'expression et toutes ces choses. Mais c'est l'ensemble éparpillé de tous ces droits sur l'ensemble du continent que les experts et les grands dirigeants du monde, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de réunir dans un texte qui aura vocation à s'appliquer sur l'étendue donc du territoire universel, donc universel, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et comment finalement le continent africain, les pays africains se sont appropriés cette déclaration au point de l'implémenter et de pouvoir le mettre? Bien, avant cela, il faut signifier que ça n'a pas été très évident et très facile. Parce que cette Déclaration universelle a été adoptée en 1948. Les États africains sont devenus indépendants en 1960. Mais il a fallu attendre 20 ans après justement les indépendances pour voir la première fois un instrument régional africain qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui contient en son sein toutes les dispositions qui sont contenues et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international des droits civils et politiques et dans le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Donc disons que ça a été l'une des propositions ont été faites depuis le début, mais c'était dans un contexte un peu complexe parce que les chefs d'État d'alors étaient dans des régimes autoritaires. La démocratie qui ressort même des droits de l'homme n'était pas appliquée. Donc il allait avoir une contradiction entre donc les principes des droits de l'homme et la réalité africaine. Donc c'est ce qui a valu donc cette hésitation qui finalement a permis d'être, a débouché sur l'adoption
de la Charte africaine en 1981. Et depuis lors, avec tous les instruments juridiques dont vous avez parlé, quelle est l'évolution aujourd'hui en matière de mise en œuvre effective et promotion des droits de l'homme sur le continent africain? En termes d'évolution, il y a le professeur René Denis-Segui qui avait dit que les droits de l'homme sont abondamment proclamés, sont insuffisamment protégés et sont constamment violés. Pour dire que partout ailleurs, et notamment en Afrique, il y a une proclamation dense des textes relatifs aux droits de l'homme et les États n'hésitent pas à les ratifier. Donc ça donne l'impression d'une certaine soumission aux droits de l'homme. Et pourtant, dans les faits, il y a beaucoup d'abus qui sont dénoncés tout le temps devant les institutions internationales. Et même quand ces abus n'arrivent pas à être dénoncés, c'est justement parce que les personnes ont peur des représailles. Parce que notamment, l'une des conditions de recevabilité des requêtes devant la Cour africaine, c'est de ne pas émettre des requêtes de manière anonyme. C'est-à-dire qu'il faut s'afficher. Déclaration d'identité. Justement. Alors que les personnes, justement, si elles s'affichent, ont peur des représailles. Elles craignent. Et ça empêche justement les individus à vouloir se lancer dans de telles dénonciations. Parlons un peu des missions et du travail effectué par les ONG dans ce domaine. À l'approche des élections, on voit beaucoup d'ONG qui viennent parler des droits de l'homme, des libertés, ainsi de suite. Quelle est l'avancée à ce niveau-là? Les ONG sont reconnus comme étant des collaborateurs des droits de l'homme, au sens précis. Et c'est-à-dire que ce sont des entités qui sont engagées dans la promotion des droits de l'homme, donc faire connaître les droits de l'homme et dans la défense des droits de l'homme dans une certaine mesure. Et surtout, parlant de la défense des droits de l'homme, il y a une certaine facilité, une difficulté qui va apparaître à un certain niveau. Il y a trois grandes entités, je vais désigner trois grandes entités en matière de protection des droits de l'homme en Afrique. Il y a le comité d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les ONG ont la faculté de saisir directement le comité d'experts et la Commission africaine pour leur soumettre des communications où elles dénoncent des violations des droits de l'homme en vertu de l'action popularis, c'est-à-dire une action qui est populaire. En principe, en droit, pour saisir une juridiction ou une entité, il faut avoir la qualité pour agir. Il faut être soi-même victime. Mais en vertu de l'action popularis, la faculté est accordée aux ONG d'agir pour le compte de tiers devant des entités. Et sur ce point, les ONG ont saisi donc ces deux entités et elles ont rendu donc des recommandations pour condamner des États, pour demander aux États de corriger. Par contre, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a une difficulté. On dit que les ONG peuvent saisir la Cour africaine à condition que l'État parti l'autorise à le faire ou les autorise à le faire. Donc l'État doit émettre une déclaration dans laquelle il admet que les ONG peuvent le saisir, peuvent la traiter devant la Cour. Aussi longtemps que l'État ne l'a pas fait, une ONG ne peut pas saisir la Cour africaine pour poursuivre l'État devant la Cour. Et là, vous parlez de l'État, ça sera certainement l'une des dernières questions, sinon peut-être la dernière question. Quelle est la responsabilité de l'État lui-même dans la mise en œuvre de cette déclaration et de tous ces textes juridiques, aussi dans la préservation et protection des droits de l'homme? Bien, vu que vous parlez de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un principe clé. Cette déclaration n'a pas de valeur contraignante, en principe. Donc on ne peut pas attraire un État devant une juridiction pour non-respect des textes, des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est pourquoi en 1966, les mêmes comités qui avaient rédigé cette déclaration ont mis en place deux textes contraignants, le PIDCP, donc le Pacte international des droits civils et politiques, et le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, qui reprennent les dispositions de la déclaration, mais spécifiquement sur les droits de la première génération et d'autres de la deuxième génération. Et les États, justement, vous parlez de leurs responsabilités, sont les seuls débiteurs des droits de l'homme. C'est aux États qu'il appartient de faire respecter les droits de l'homme. Mais il faut savoir qu'il y a certains droits de l'homme qui font peser sur l'État une obligation de moyens, les droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, on va demander à l'État de faire respecter le droit à l'éducation, mais l'État peut soulever son manque de moyens pour construire les écoles et tout. Donc on ne peut pas systématiquement dire qu'un État viole le droit à l'éducation, les droits économiques, sociaux et culturels, et sans tenir compte de ses moyens financiers. Par contre,
Les droits de la première génération, le droit à la liberté d'expression, le droit d'association, de réunion, de tout ceci, font peser, enfin ces droits font peser sur l'État une obligation d'abstention. Donc l'État n'a pas à agir dans l'exercice de ses droits. Et donc la moindre action de l'État qui empêche les hommes de jouir de ses droits rend l'État justement systématiquement responsable des droits de l'homme. Donc pour dire que vous parlez donc de la responsabilité, on ne peut pas traiter un individu pour violation des droits de l'homme, c'est l'État qui a la responsabilité, mais il faut justement savoir quel type de droit est mis en œuvre avant de juger justement de la qualité de la responsabilité de l'État sur ce point. Très bien, nous sommes déjà à la fin de cette émission, beaucoup de choses restent encore à dire, on aura d'autres émissions pour voir comment est-ce qu'un individu peut saisir ou du moins peut emmener l'État soit devant la juridiction, est-ce que dans un procès qui engage un individu à un État, l'individu peut avoir je veux dire, la victoire de ce procès. Il y a beaucoup de choses intéressantes dont on va parler au cours de la prochaine émission. Merci à vous, Ziezako Franck Emmanuel, vous êtes juriste, vous êtes également engagé dans la formation en droit de l'homme et des règles de procédure devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.